Ce que je vais te transmettre dans les 30 prochaines minutes m'a demandé des années pour être compris. Et si tu écoutes avec attention, ça peut t'épargner plusieurs années de ta propre vie. Commence par une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. La vie ne t'attend pas, elle avance. Le soleil se lève sans te consulter, l'horloge avance sans te demander comment tu vas, et le monde continue de tourner indépendamment de ton humeur, de ta foi ou de ta fatigue. Être prêt ou ne pas être prêt, au fond, ça change peu de choses. Le temps ne négocie avec personne. Il passe, simplement. Chaque matin où tu ouvres les yeux, la vie t'accorde quelque chose qu'elle n'accorde pas à tout le monde. Une chance de plus. Et si tu n'agis pas, la journée se déroule sans toi. Regarde un instant derrière toi. Combien de personnes étaient à tes côtés et suivent aujourd'hui des chemins complètement différents? Combien de projets qui semblaient solides sont partis en fumée? Combien de sentiments qui semblaient impossibles à oublier ne sont aujourd'hui plus qu'un souvenir? La vie ne ralentit pas parce que tu es épuisé, frustré ou blessé. Elle continue, indifférente. Et c'est précisément pour ça que le matin est sacré. Le matin est le champ de bataille où se décide tout le reste. C'est l'instant où tu choisis la version de toi-même qui va sortir dans le monde. Et chaque lever du jour porte une question silencieuse. Est-ce que tu vas simplement répéter hier ou commencer à écrire quelque chose de nouveau? La réponse est inconfortable, mais nécessaire. Personne ne viendra te sauver, non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'ils sont déjà bien trop occupés à ne pas se noyer dans leur propre bataille. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la règle du jeu. Et quand tu acceptes ça, quelque chose se débloque. Tu comprends que le contrôle de ta vie n'a jamais été entre les mains des autres. Il a toujours été entre tes mains. Il était juste oublié. Et c'est exactement ce que les matins offrent. Une page blanche donnée chaque jour, gratuitement. Oui, tu t'es trompé. Oui, tu as perdu des choses en chemin. Mais le regret n'a qu'une seule fonction utile, devenir une action. Quand il ne devient pas un mouvement, il devient un poison. Et le poison dans l'âme finit par paralyser n'importe qui. Le passé n'est pas une cellule. C'est une salle de classe. Chaque erreur a été un avertissement. Chaque douleur a été un réveil. Chaque chute a été une invitation à reconstruire. Quand tu comprends ça, la phrase qui ouvre ta journée change. Elle cesse d'être « pourquoi moi » et devient « aujourd'hui, je construis ce qui va me soutenir demain ». Mais retiens bien ceci, parce que c'est peut-être la loi la plus silencieuse et la plus cruelle de l'existence. Celui qui ne construit pas sa propre vie finit engagé pour construire celle de quelqu'un d'autre. Sans direction, sans but, sans discipline, tu deviens la main-d'œuvre du rêve des autres pendant que le tien meurt de faim. C'est pour ça que le matin est le point de départ. C'est là que tu réponds, dans le silence, à une question décisive. Est-ce que je vais être l'architecte de mon destin ou l'ouvrier de la routine des autres? Réveille-toi, lève-toi, construis en silence. Protège tes projets de ceux qui n'y ont jamais cru. Dans les prochaines minutes, nous allons traverser 9 leçons stoïciennes, une à la fois, jusqu'à ce qu'à la fin, tu sois debout avec l'esprit clair et l'âme solide. Et avant de continuer, fais une chose pour toi. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout changer. Sans précipitation, sans doute, parce qu'une phrase écrite avec conviction peut être la première pierre de tout ce qui vient ensuite. Et cette pierre, tu la poses maintenant. Commençons. 1. Ne laisse pas le perfectionnisme t'empêcher d'agir. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait, mais tu agis comme si c'était nécessaire. Et quand tu fais ça, la moindre erreur cesse d'être un ajustement et devient un poids énorme dans ton esprit. Le problème n'a jamais été l'erreur, c'est le poids que tu poses dessus. Tu ne t'arrêtes pas parce que quelque chose s'est mal passé. Tu t'arrêtes parce que tu refuses d'accepter que ça fasse partie du chemin. Il existe une attente silencieuse que beaucoup de gens portent en eux. Celle de croire que, s'ils font tout correctement, la vie répondra dans la même mesure. Qu'elle facilitera les choses, qu'elle confirmera, qu'elle validera. Et quand ça n'arrive pas, ce n'est pas seulement le plan qui s'effondre. C'est la manière dont la personne se voit elle-même. L'esprit n'enregistre pas seulement l'erreur. Il l'agrandit, il la déforme. Ça a échoué devient « j'ai échoué ». Et à partir de là, tu n'es plus en train de gérer un fait. Tu luttes contre un verdict intérieur. Et plus tu essaies d'éviter cette sensation, plus tu t'éloignes de la seule chose qui construit réellement la force. Continuer, sans garantie. La vie n'est pas injuste quand quelque chose déraille. Elle n'a jamais promis de précision.
Rien ne garantit que les choses vont se passer comme tu l'avais prévu. L'erreur commence quand tu livres ta paix intérieure comme otage du résultat. Parce qu'à ce moment-là, sans même t'en rendre compte, tu remets ta stabilité entre les mains de l'extérieur et tu commences à vivre en état d'alerte, toujours en train d'essayer de prévoir, d'éviter, de corriger, non pas par maturité, mais par peur de ressentir à nouveau l'impact. Et ça t'épuise. Celui qui ne va bien que lorsque tout s'aligne vit sur une corde raide émotionnelle. Il suffit d'un retard, d'une réponse négative, d'un changement minime, et intérieurement, tout vacille. Chaque fois que tu attends que l'échec, l'erreur, le retard et l'imprévu ne te touchent jamais, tu souffres plus que nécessaire. Épictète était direct. N'exige pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu vivras sereinement. Quand cette clé tourne, quand tu comprends ça dans la pratique, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu commences à construire la structure intérieure nécessaire pour la traverser. La logique change. Ce n'est plus « ça a marché, donc je continue ». C'est « je continue » et le résultat s'ajuste en chemin. Et c'est ça qui te rend le contrôle. Pense-y comme ça. L'esprit fonctionne comme le corps. Il ne devient pas fort en évitant la charge. Il devient fort en supportant le poids sans s'effondrer. Chaque frustration, chaque retard, chaque chose qui ne s'est pas passée comme prévu est un poids posé dans ta main. Tu peux le jeter au sol et dire que c'était injuste, ou tu peux le tenir et laisser ça te renforcer. C'est ce pont que la majorité choisit de ne pas traverser, non pas parce qu'elle en est incapable, mais parce qu'elle veut encore réussir avant de continuer. Elle a encore besoin de la certitude que rien ne va mal tourner. Elle veut encore que la réalité se comporte comme un plan. Mais la résilience n'est pas l'absence d'inconfort. C'est la continuité. C'est garder une direction même quand la réalité te pousse ailleurs. C'est agir sans applaudissement, sans validation, sans garantie. Reviens à la phrase d'Épictète. N'exige pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Parce que celui qui exige de la réalité se brise intérieurement chaque fois qu'elle désobéit. Celui qui s'adapte continue. Et cette différence n'apparaît pas dans les grandes décisions, elle apparaît dans le quotidien. Dans le régime que tu n'abandonnes pas parce que tu es sorti du plan une seule fois. Dans la présentation au client que tu ne détruis pas dans ta tête parce qu'une partie a échoué. Dans le dîner de famille où une provocation surgit et où, malgré ça, tu ne perds pas ton calme. Dans la pression d'un projet qui doit être livré et que, malgré tout, tu termines et rends avec qualité. Celui qui n'avance que lorsque tout est favorable construit une dépendance. Mais celui qui continue même quand tout déraille construit peu à peu une stabilité. Alors fais quelque chose maintenant. Ramène ça dans le réel. Prends 2 situations récentes où quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Ça peut être petit, ça peut être simple. Ça peut venir du travail, de la routine, de l'alimentation, d'une conversation. Maintenant, écris 2 choses. Ce qui s'est passé et comment ton esprit a réagi. Ensuite, regarde chacune d'elles et écris à côté. Comment quelqu'un qui continue aurait agi ici? Refais mentalement la scène, pas avec de la culpabilité, pas pour te punir, mais pour reprogrammer la réponse, parce que c'est comme ça que l'esprit apprend, pas seulement en vivant, mais en corrigeant le chemin. Et garde ça en tête, ce qui te retient, ce n'est pas l'erreur, c'est transformer un détail en identité permanente. Quand tu arrêtes d'exiger la perfection, l'échec cesse d'être la fin et redevient une partie du chemin. Leçon 2. Soyez le gardien de votre paix intérieure. Avant de commencer votre journée, comprenez une chose simple, mais qui change tout. Le monde va continuer d'exister en dehors de vous, avec ou sans votre permission. Des gens vont parler, des erreurs vont arriver, des plans vont échouer, des décisions seront prises sans vous consulter. Ça ne change pas, ça n'a jamais changé. Mais rien de tout cela n'a un réel pouvoir sur vous, jusqu'au moment où vous lui donnez ce pouvoir. Une offense n'est qu'un son dans l'air, jusqu'à ce que vous décidiez de la porter. Une perte ne vous détruit pas, jusqu'à ce que vous vous définissiez à travers elle. Le monde n'entre pas de force dans votre esprit, il demande la permission d'entrer. Imaginez votre esprit comme une maison. Les situations arrivent comme quelqu'un qui frappe à la porte. Critique, frustration, rejet, imprévu. Mais celui qui décide d'ouvrir, c'est vous. Et plus encore, celui qui décide si tout cela reste, c'est aussi vous. Tant que vous croyez que tout ce qui se passe à l'extérieur a du pouvoir sur vous,
vous vivez en état d'alerte. Vous réagissez à chaque commentaire, vous revivez chaque erreur, vous anticipez chaque problème, et sans même vous en rendre compte, vous remettez la clé de votre paix au premier venu qui frappe à votre porte. Et cela fait de vous un otage. Épictète était direct. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils se font de ces choses. Au moment où vous comprenez cela pour de vrai, le contrôle change de place. Le fait continue d'exister, mais maintenant vous voyez autre chose. L'histoire que vous racontez à son sujet. Et c'est cette histoire qui décide de tout, si vous tenez debout ou si vous vous effondrez. Cela ne veut pas dire devenir une pierre, cela ne veut pas dire arrêter de ressentir. Vous ressentez encore de la colère, vous ressentez encore de la frustration, vous ressentez encore l'impact. Mais l'émotion passe, elle ne s'installe pas. Vous prenez soin de votre dialogue intérieur. Vous remettez en question le premier réflexe. Vous ne croyez pas tout ce que votre esprit vous dit dans la chaleur du moment. Vivre ainsi, c'est comme placer un agent de sécurité à la porte de votre esprit. Tout n'entre pas, tout ne reste pas. La vie continue d'avancer, les défis continuent d'arriver. Mais maintenant, ils trouvent une structure solide. Marc Aurèle a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Et c'est ça la vraie force, la seule qu'on ne peut pas vous enlever. Votre calme commence à déranger ceux qui vivent en réagissant à tout, non pas par arrogance, mais parce que votre stabilité expose le désordre intérieur de l'autre, et tout le monde n'est pas prêt à voir cela. Alors faites ceci de manière concrète pendant les 2 prochaines heures. Quand quelque chose arrive, un message, un commentaire, un imprévu, ne répondez pas immédiatement. Arrêtez-vous quelques secondes et séparez 2 choses, ce qui s'est réellement passé et ce que votre esprit a déjà commencé à interpréter. Seulement après cette séparation, vous décidez. Parce que c'est dans cet intervalle que vit le contrôle. Et retenez bien ceci. Le monde peut frapper à votre porte en permanence, mais celui qui décide de ce qui entre, c'est toujours vous. Leçon 3. Contrôlez votre ego, ou il vous contrôlera. Vous avez déjà compris que l'erreur ne vous définit pas, et que tout ne mérite pas d'entrer dans votre esprit. Mais il existe un moment où tout cela disparaît, quand quelqu'un touche encore l'endroit où ça fait mal, quand quelqu'un vous corrige, quand on n'est pas d'accord avec vous, quand une critique touche quelque chose que vous n'avez pas encore réglé en vous. C'est à ce moment-là que l'ego sort de l'ombre et prend le contrôle, non pas comme une décision, mais comme une impulsion. Une réponse qui monte avant la clarté, une envie de corriger, d'expliquer, de repositionner ce qui a été dit. Et c'est naturel, tout le monde le ressent. Imaginez cela comme un miroir fissuré, tant que personne ne le touche, il semble intact, mais il suffit que quelqu'un appuie sur un point précis pour que la fissure apparaisse. Et à cet instant, vous essayez immédiatement de corriger le reflet. Vous expliquez mieux, vous renforcez votre version, vous ajustez ce que l'autre a compris. Mais plus vous essayez de réparer cela, plus vous vous éloignez de la vérité. Parce qu'à ce moment-là, vous n'essayez pas de comprendre ce qui a été dit. Vous essayez de ne pas vous sentir exposé. Et c'est ce que fait l'ego, non pas pour vous saboter, mais pour vous éviter un inconfort immédiat. Sauf que cette protection a un prix silencieux. Quand vous entrez dans ce mouvement, vous écoutez à moitié, vous filtrez ce qui vous arrange et vous perdez exactement ce qui pourrait vous ajuster. Non pas par manque de capacité, mais par excès de défense. Et c'est pour cela que l'ego bloque la croissance, non pas parce qu'il est négatif, mais parce qu'il empêche tout changement qui menace l'image actuelle que vous avez de vous-même. La vérité que beaucoup évitent de regarder en face, l'ego vous maintient là où c'est sûr, et non là où vous évoluez. Il vous garde confortable, mais immobile. Les stoïciens parlèrent de maîtrise intérieure, non pas comme une froideur émotionnelle, mais comme une stabilité lorsque quelque chose vous atteint vraiment. Épictète a dit « Si vous voulez progresser, acceptez de paraître ignorant ou inexpérimenté dans certaines choses. Cela ne vous diminue pas, cela vous libère. Parce que quand vous n'avez plus besoin de protéger une image en permanence, vous commencez à vous ajuster plus vite que n'importe qui autour de vous. Et cela change complètement les règles du jeu. Parce que les personnes fortes ne sont pas celles qui ont toujours raison. Ce sont celles qui ne gaspillent pas leurs erreurs en essayant de se défendre contre elles. Elles écoutent plus qu'elles ne répondent, elles ajustent plus qu'elles n'insistent, et elles avancent.
sans transformer chaque situation en combat de valeur personnelle. Maintenant, appliquez cela de manière plus simple et plus réelle. La prochaine fois que quelqu'un vous corrige, ne pensez pas à ce que vous allez répondre. Faites attention à ce qui se passe en vous, à l'endroit où cela sert, où cela dérange, où vous ressentez l'envie de réagir. Cet endroit n'est pas une faiblesse, c'est une direction, c'est précisément l'endroit où vous devez encore grandir. Au lieu de corriger l'autre, utilisez cela comme une carte. Parce que ce qui vous active le plus, c'est aussi ce qui vous révèle le plus. C'est ce qui montre le plus clairement où vous n'êtes pas encore en contrôle. Et retenez bien ceci, l'ego essaie de vous protéger de la douleur, mais c'est exactement là que votre force commence à se construire. Leçon 4. La méthode de la chute. Tu as déjà compris où ça fait mal, maintenant tu dois comprendre quoi faire quand tu tombes. Alors retiens bien ceci, la chute n'est pas un accident, c'est l'effet secondaire de quelqu'un qui a quitté sa place. Elle n'apparaît pas chez celui qui répète toujours le même chemin. Elle apparaît quand tu essaies, quand tu t'exposes, quand tu entres dans un niveau que tu ne maîtrises pas encore. Alors, si quelque chose s'est mal passé, cela ne dit rien sur ta valeur. Cela dit seulement une chose. Tu as avancé jusqu'à un point où tu n'as pas encore le contrôle. On t'a vendu trop tôt une mauvaise signification de la chute et tu l'as acheté sans t'en rendre compte. L'échec est devenu une faiblesse. L'erreur est devenue une incapacité. L'exposition est devenue une honte. Et c'est pour cela que tant de gens commencent à vivre bloqués, non pas parce qu'ils ne peuvent pas avancer, mais parce qu'ils n'acceptent pas de tomber. Alors ils choisissent toujours ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils maîtrisent déjà, ce qui menace le moins. Mais ça, ce n'est pas de la stabilité, c'est une répétition confortable. La chute, en réalité, est un repère. Elle ne te pousse pas en arrière, elle te montre jusqu'où tu es déjà allé. C'est comme poser le pied sur une marche plus haute et perdre l'équilibre. Le problème, ce n'est pas l'escalier, c'est de ne pas comprendre ce qui a manqué pour soutenir la montée. Chaque erreur contient une information. Chaque échec révèle un point réel qui n'est pas encore solide. Mais quand ta réaction est de te culpabiliser, de te fermer ou de reculer, tu perds exactement ce que ce moment avait de plus précieux, une direction. Les stoïciens voyaient cela avec précision. Rien de ce qui arrive n'est en soi un blocage. Le blocage naît dans la manière dont tu réagis à ce qui s'est passé. Se tromper n'interrompt pas le processus. S'arrêter à cause de l'erreur, oui. Et cela apparaît tout le temps dans la vraie vie, pense au régime. Ce n'est pas un repas hors du plan qui t'éloigne. C'est décider que tout est déjà gâché et utiliser cela comme excuse pour tout abandonner. Dans une relation, ce n'est pas la dispute qui abîme, c'est l'orgueil qui empêche de faire la paix, de demander pardon, de reconnaître le point de vue de l'autre. Sur le plan financier, ce n'est pas la mauvaise décision qui détruit, c'est répéter l'erreur sans s'arrêter pour la corriger. Dans la vie, ce n'est pas l'échec qui bloque, c'est utiliser l'échec comme justification pour ne pas réessayer. L'erreur est rarement la fin, c'est l'interprétation que tu en fais qui devient la fin. Si tu ne fais que ce que tu maîtrises déjà, tu n'évolues pas. Tu répètes seulement avec plus de sécurité. Et la répétition du même ne construit pas une avancée, elle construit une limite. La chute dérange parce qu'elle révèle. Pas ce que tu veux voir, mais ce que tu ne maîtrises pas encore. Et c'est pour cela que la majorité l'évite, parce que regarder cela demande de la maturité. Mais celui qui apprend à tomber sans se désorganiser gagne un avantage qui ne dépend pas du talent, la continuité. Parce qu'il ne perd pas de temps à se battre contre le fait, au contraire, il ajuste, il corrige, il revient avec une vitesse que la majorité n'a pas. Sénèque disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. » Et voici le point central. L'erreur ne te retarde pas, c'est la manière dont tu y réagis qui décide de cela. Pendant que beaucoup s'arrêtent par honte, par orgueil ou par peur de paraître incapable, toi, tu continues. Pas par motivation, mais parce que tu as compris le jeu. Maintenant, fais cela de manière pratique. Dès aujourd'hui, prends une chose récente qui s'est mal passée. Pas quelque chose de grand, quelque chose de réel. Et au lieu de penser « pourquoi est-ce arrivé ?», pose une autre question. Qu'est-ce qui a exactement manqué ici? Sépare cela en 3 points. Ce que tu as essayé, là où tu as échoué, ce que tu ajusterais à la prochaine tentative. Mais fais cela sans culpabilité, sans poids, seulement avec une analyse claire, parce que c'est comme ça que la chute change de fonction.
Elle cesse d'être quelque chose qui te bloque et devient quelque chose qui te prépare. Et retiens bien ceci, celui qui fuit la chute répète le même niveau. Celui qui apprend avec elle monte sans avoir besoin de confirmation. Leçon 5. Soyez assez calme pour ne pas réagir à tout. Il existe une erreur fréquente que presque tout le monde commet. Croire que le calme, c'est de la passivité. Comme si garder le silence, c'était perdre. Comme si ne pas réagir, c'était accepter. Comme si garder son sang-froid, c'était une faiblesse. Mais ce n'est pas du calme, c'est de l'incompréhension. Le calme, ce n'est pas se retenir, c'est ne pas se laisser emporter. Réagir est automatique. N'importe qui réagit quand il se sent provoqué, contrarié ou exposé. Il suffit d'un moment de pression, d'un commentaire, d'un mauvais ton, et l'émotion prend le dessus avant même que la raison arrive. Ça ne demande pas de force, ça demande un manque de maîtrise. Le vrai pouvoir apparaît ailleurs, au moment où vous ressentez tout, et où malgré ça, vous ne bougez pas sous l'impulsion. Pensez à un prédateur, il ne s'agite pas, il ne se précipite pas, il ne gaspille pas ses mouvements. Il observe jusqu'au bon moment et c'est exactement ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un esprit agité veut répondre vite, a besoin de se défendre, veut prouver quelque chose. Mais un esprit calme fait l'inverse. Il retient, il observe, il choisit. C'est comme de l'eau en ébullition. Quand elle est agitée, vous ne voyez rien. Mais quand elle se calme, tout devient visible. Le calme ne change pas ce qui est en train de se passer. Il vous permet de voir ce qui se passe réellement. Et ça change complètement le résultat. Parce que celui qui réagit sous l'impulsion remet le contrôle à l'environnement, à l'autre personne, au moment lui-même. Et parfois, une réaction de quelques secondes détruit quelque chose qui a mis des années à être construit. Être calme, ce n'est pas ne pas se soucier des choses. C'est s'en soucier suffisamment pour ne pas laisser n'importe quel stimulus décider à votre place. Parce que celui qui réagit vit constamment poussé par les événements. Celui qui sait se retenir commence à conduire sa propre vie. Le calme naît dans cet intervalle invisible. Entre le stimulus et la réponse et dans cet espace, il existe quelque chose de rare, le choix. Le calme vous protège, non pas parce qu'il vous éloigne du monde, mais parce qu'il vous empêche de gaspiller votre énergie là où rien ne se construit. Pendant que beaucoup réagissent, s'usent, se justifient, se perdent, vous préservez votre énergie pour mieux décider. Et ça, sur le long terme, change tout. Dans un monde dominé par l'impulsion, celui qui maintient son propre calme n'a pas besoin de s'imposer. Il se démarque. Non pas par le volume, mais par la stabilité. La prochaine fois que vous vous sentirez sous pression, ne fuyez pas, ralentissez simplement. Créez un espace dans votre esprit, comptez mentalement jusqu'à 3 et observez ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez réellement besoin de faire, parce que ce n'est presque jamais la même chose. La première réaction soulage, la bonne réponse construit. Et retenez bien ceci, la force ce n'est pas réagir vite, la force c'est avoir assez de maîtrise de soi pour ne pas avoir besoin de réagir vite. Leçon 6. Ne remettez pas votre vie à plus tard. La plupart d'entre nous vivent aujourd'hui une forme de fatigue qui ne vient pas de l'effort, mais de l'accumulation de tout ce que vous avez déjà décidé, sans jamais l'exécuter. Imaginez entrer dans une exposition. Mais au lieu de tableaux accrochés au mur, il y a là toutes vos propres décisions. Des projets que vous avez commencés, des conversations que vous avez évitées, des actions simples qui auraient réglé des choses importantes, et que vous-même avez repoussées en disant « ça peut attendre ». Et le plus fort, ce n'est pas de voir tout ça, c'est de reconnaître que vous le saviez déjà. Parce qu'à chaque fois que vous repoussez quelque chose, même si ça ne paraît pas si grave, même si c'est juste, je le ferai plus tard. Ce n'est pas le bon moment. Demain, je le réglerai mieux. Mais ce qui se passe à l'intérieur est plus profond. Vous commencez à vous habituer à ne pas agir sur ce qui est déjà clair. Et ça ne crée pas une culpabilité immédiate, ça crée une déconnexion. Une déconnexion entre ce que vous décidez et ce que vous exécutez. C'est là que l'usure commence. Non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce que vous ne bougez pas quand vous devriez le faire. Et plus ça se répète, moins votre propre parole a de force à l'intérieur de vous. Et ça fatigue d'une manière silencieuse. Parce que ce n'est pas le monde qui vous met sous pression, c'est vous, en sachant exactement ce que vous êtes en train d'éviter.
La procrastination n'a rien à voir avec la paresse. Elle consiste à repousser l'inconfort, puis à en payer le prix plus tard. Parce que ce que vous ne faites pas ne disparaît pas. Ça continue à occuper un espace mental. Ça revient comme un rappel. Ça pèse sans jamais être résolu. Et avec le temps, ça devient un schéma. Vous n'évitez plus seulement des tâches, vous commencez à éviter le mouvement lui-même. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils n'entraînent pas leur capacité à agir au bon moment. Épictète l'a dit clairement, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et repousser ce qui est déjà clair, c'est abandonner ce contrôle. Dans la pratique de cette leçon, je vais vous proposer quelque chose de simple et direct. Choisissez une chose simple, évidente, déjà décidée. Ça peut être dormir 1 heure plus tôt, passer 2 heures sans réseaux sociaux, lire 10 pages de ce livre qui est sur votre table de chevet. Mais changez une chose, votre approche. Vous n'allez pas réfléchir à ça, ni à quand vous allez finir, ni à comment le processus va se dérouler. Vous allez commencer sans préparation idéale, sans plan parfait, commencez simplement. Parce que ce qui débloque les choses, ce n'est pas la motivation, c'est le mouvement. Et retenez bien ceci. Chaque fois que vous agissez sur quelque chose qui est déjà clair, vous vous renforcez. Chaque fois que vous repoussez, vous affaiblissez votre propre parole. La clarté sans action accumule du poids, mais l'action, même petite, redonne de la légèreté. Si vous continuez à attendre le scénario idéal, vous passerez votre vie entière à répéter une vie qui ne commence jamais. N'attendez pas de vous sentir prêt. Ce moment n'arrive presque jamais. Chaque action faite au bon moment construit quelque chose que personne ne voit, mais que vous ressentez. Le respect de soi. Et ça s'accumule. Sur le long terme, ce ne sont pas vos intentions qui définissent votre vie, ce sont les choses que vous exécutez. Leçon 7. Arrête de porter la voix des autres à l'intérieur de toi. Le stoïcisme t'enseigne l'une des plus grandes libertés. Tu ne contrôles pas ce que les gens disent de toi, mais tu contrôles jusqu'où cela entre en toi. Parce qu'il y a une chose certaine, tu vas être observé, interprété et réduit à une version simplifiée de toi-même. Quelqu'un va t'apprécier, quelqu'un va être en désaccord, quelqu'un va prendre un seul moment de ta vie et transformer ça en la version entière de qui tu es. Ce n'est pas une exception, c'est la norme. Le problème n'a jamais été ça, le problème, c'est à quel point tu bouges à cause de ça. Depuis l'enfance, beaucoup de gens ont appris à s'adapter comme de l'eau dans le verre des autres. Ils parlent moins pour ne pas déranger, ils expliquent tout de trop pour ne pas être mal compris, ils se transforment pour réussir à rentrer dans les attentes des autres. Et sans s'en rendre compte, ils arrêtent d'exister avec solidité. Vivre comme ça, c'est comme conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Tu vois ce qu'il y a derrière toi, mais tu perds complètement de vue l'endroit où tu vas. Et quelqu'un qui perd sa direction commence à vivre en réaction, pas en choix. Maintenant, comprends ça avec précision. L'opinion des autres ne naît pas de ta vérité. Elle naît de leur regard, de leur histoire, de leurs limites, de ce qu'ils sont capables de voir ou non. Quelqu'un peut te regarder pendant 5 minutes et croire qu'il t'a entièrement compris. Ça ne parle pas de toi, ça parle seulement de la portée limitée de celui qui regarde. L'erreur commence quand tu changes à cause de ça. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus en train d'évoluer, tu es en train de mendier de l'approbation. Et chercher l'approbation en permanence te rend fatigué, rigide et éloigné de qui tu es vraiment. Tu commences à t'expliquer avant même qu'on te questionne, à te défendre contre des choses qui ne sont même pas encore arrivées, à vivre dans un état permanent de justification. Et ça épuise. Ta valeur ne fonctionne pas comme une monnaie. Elle ne monte pas avec les applaudissements. Elle ne baisse pas avec les critiques. Elle existe avant le commentaire, avant le like, et elle continue d'exister après que le bruit soit passé. Épictète a été direct. Si tu veux être invincible, ne rends pas ta paix dépendante de ce qui n'est pas sous ton contrôle. Et l'opinion des autres ne l'a jamais été. Aujourd'hui, ils t'approuvent. Demain, ils te remettent en question. Aujourd'hui, ils t'élèvent. Demain, ils te rabaissent. Celui qui vit pour ça, vit dans l'instabilité. Mais quand tu changes cette base, quelque chose de très concret se produit. Tu arrêtes de t'expliquer en permanence. Tu arrêtes de t'ajuster dans chaque environnement. Tu arrêtes de négocier ton essence à chaque regard. Tu tiens bon et tenir bon, c'est ce qui crée le vrai respect. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas te sentir offensé et tu ne le seras pas. Parce qu'il existe un endroit à l'intérieur de toi
que personne ne touche sans permission, et c'est là que vit ta stabilité. Pendant ta journée, quelqu'un dira quelque chose. Ça peut être un commentaire, un regard, une opinion, et à ce moment-là, ne réponds pas d'abord à l'extérieur, réponds d'abord à l'intérieur. Demande-toi, est-ce que ça change qui je suis ou seulement ce que quelqu'un pense? Si ça ne change rien, ne bouge pas, ne t'ajuste pas, ne t'explique pas, ne corrige pas la perception de l'autre. Reste solide. Parce que quand tu arrêtes de réagir à l'écho, tu commences enfin à entendre ta propre direction. Celui qui vit en essayant de contrôler l'opinion des autres finit par perdre sa propre identité. Celui qui assume pleinement qui il est n'a plus besoin de convaincre personne. Leçon 8. Le contrôle émotionnel est une forme de pouvoir. L'émotion n'est pas une identité. Tu ne perds pas le contrôle quand tu ressens quelque chose, tu le perds quand tu te mélanges à ce que tu ressens. La colère apparaît, la peur surgit, la tristesse arrive. Ça ne définit pas qui tu es, ça définit seulement ce qui traverse ton esprit à cet instant. L'erreur commence quand tu transformes un état passager en étiquette. Aujourd'hui, je me suis réveillé mal, deviens, je suis comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu commences à agir comme si c'était permanent. Mais ça ne l'est pas. Ressentir ne te définit pas, obéir sans t'en rendre compte. Oui. Ressentir de la colère ne fait pas de toi quelqu'un d'agressif. Ressentir de la peur ne te diminue pas. Ressentir de la tristesse ne te rend pas faible. Mais agir à partir de ça, sans filtre, change tout. Parce que l'émotion n'est pas un ordre, c'est un signal. Elle indique quelque chose. Mais celui qui décide, c'est toi. Pense à ça de manière simple. L'émotion est comme une alarme, elle se déclenche, elle fait du bruit, elle attire ton attention. Mais personne ne vit à l'intérieur d'une alarme, tu l'écoutes et ensuite tu décides quoi faire. Sauf que la plupart des gens ne font pas ça. Ils ressentent la peur et reculent de 2 pas. Ils ressentent la colère et explosent. Ils ressentent l'insécurité et se bloquent. Non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils n'ont jamais séparé le fait de ressentir du fait d'agir. Et c'est là que le cycle commence. L'émotion apparaît, devient une décision, puis devient un regret. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Ce n'est pas ce que tu ressens qui te contrôle, c'est ce que tu fais juste après l'avoir ressenti. Et c'est dans cet intervalle, court, presque invisible, que se trouve le véritable contrôle. Maintenant, visualise ceci. Ton esprit est le ciel, les émotions sont des nuages. Certaines sont lourdes, d'autres passent vite, mais aucune d'entre elles ne devient le ciel. Elles passent toujours. Le problème commence quand tu essayes de retenir le nuage, ou pire encore, quand tu deviens le nuage. Parce qu'à ce moment-là, tu perds ta forme, tu perds ta direction, tu perds ta clarté. Le contrôle de soi, ce n'est pas bloquer l'émotion, c'est ne pas se noyer dedans. Tu ressens, mais tu ne t'abandonnes pas. Tu remarques, mais tu ne te laisses pas entraîner. Tu respires, et tu décides après. Et ça change complètement ta vie. Parce que maintenant, tu peux ressentir la peur et agir quand même. Ressentir la colère et choisir, malgré tout, le silence. Ressentir l'insécurité et quand même prendre position. Ça, c'est de la maîtrise. Et celui qui apprend ça ne vit plus prisonnier de son propre état intérieur. La prochaine fois qu'une émotion forte apparaîtra, peu importe laquelle, n'essaie pas de la contrôler, n'essaie pas de fuir. Fais juste une chose, donne-lui un nom. Ça, c'est de la colère. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est de l'insécurité. Et après ça, n'agis pas pendant 5 secondes. Retiens-toi simplement. Parce que quand tu nommes ce que tu ressens, tu t'en sépares. Et quand tu t'en sépares, tu recommences à choisir. L'émotion est une visite. La décision est un commandement. Si tu confonds les deux, tu perds le contrôle. Si tu les sépares, tu reprends le contrôle de ton propre esprit. Leçon 9. La dernière liberté. Si tu devais tout perdre aujourd'hui, qu'est-ce que tu traiterais encore exactement de la même manière? Fais cet exercice avec honnêteté. Imagine que ce que tu considères comme acquis n'est déjà plus là. Pas comme une idée lointaine, comme un fait, ta santé, ta maison, ta liberté, les personnes que tu aimes. Maintenant reviens, regarde autour de toi. Rien ne t'a été retiré et malgré ça, tu vis comme si tout était permanent. C'est là le point que presque personne n'affronte vraiment. Ce n'est pas un manque de gratitude, c'est un manque de perception. Tu traverses ce que tu possèdes comme si c'était un décor fixe,
Tu accomplis tes journées en pilote automatique, tu réagis à ce qui te manque, et souvent, tu finis par ignorer ce qui soutient tout le reste. Le stoïcisme propose un renversement simple et brutalement lucide. Ne pas attendre de perdre pour enfin réaliser. Quand tu regardes l'absence en face, la présence change de poids. L'ordinaire cesse d'être invisible. Le quotidien cesse d'être du bruit. Ce qui a toujours été là retrouve de la valeur. Un café chaud n'est plus une habitude, c'est un moment. Une conversation n'est plus une distraction, c'est une connexion. Respirer sans douleur, marcher sans effort, arriver à la fin de la journée, tout retrouve de la densité. Rien de tout ça n'a changé. C'est ton regard qui a changé. Et ça change ton comportement, parce que celui qui considère les choses comme acquises se relâche. Celui qui comprend que tout est provisoire prend soin. Marc Aurèle disait « Tout ce que tu aimes t'est prêté », non pas comme une menace, mais comme un ajustement de la réalité. Rien ici n'est fixe, rien ici n'est définitif. Et c'est précisément pour ça que tout prend de la valeur maintenant. Quand tu comprends ça dans la pratique, quelque chose de très direct se produit. Tu arrêtes de te disputer pour des choses insignifiantes, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans le vide, tu arrêtes de repousser ta présence, comme si tu avais un temps illimité. Tu commences à vivre différemment, non pas dans la précipitation, mais avec conscience, non pas avec anxiété, mais avec priorité. Sénèque l'a résumé avec précision. Rien ne nous appartient, tout nous est confié. Et celui qui comprend ça ne vit pas agrippé aux choses, il vit attentif, parce que celui qui a déjà accepté qu'il peut perdre arrête de gaspiller pendant qu'il possède encore. Nous avons traversé 9 chapitres, et maintenant tu comprends ce que tu as construit jusqu'ici. Tu n'as pas seulement appris à penser différemment, tu as appris à te positionner différemment. Tu as commencé par comprendre que ce n'est pas l'erreur qui t'emprisonne, c'est le poids que tu lui donnes. Tu as appris que le monde n'envahit pas ton esprit, c'est toi qui décides de ce qui entre. Tu as compris que toutes les réactions ne sont pas de la force. Parfois, ce n'est qu'une défense mal déguisée. Tu as compris que tomber ne te retarde pas, ça t'oriente. Que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Que repousser les choses ne te protège pas, ça t'affaiblit. Que l'opinion des autres ne te définit pas. Elle révèle seulement le regard de celui qui observe. Que l'émotion n'est pas un ordre, c'est un signal. Et maintenant, tu es arrivé au point le plus élevé de tous, comprendre que rien de tout ça n'est permanent. Et quand tout ça s'assemble, quelque chose change de manière définitive. Tu arrêtes de tant réagir, tu arrêtes de tant te justifier, tu arrêtes de gaspiller ton énergie avec ce qui ne soutient rien. Et tu commences à vivre avec plus de présence, plus de discernement, plus de contrôle intérieur. Non pas parce que le monde est devenu plus léger, mais parce que tu as arrêté de te perdre à l'intérieur de lui. Et c'est ça que presque personne ne remarque. Ta vie ne change pas quand le décor change. Elle change quand tu changes ta manière de traverser ce décor. Avant de quitter cette vidéo, choisis une seule chose que tu vas vivre différemment aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, ça peut être ne pas réagir à la première provocation, agir sur ce que tu repousses depuis longtemps, être pleinement présent dans une conversation ou simplement ne pas te perdre dans quelque chose de petit. Mais choisis et tiens bon, parce qu'au fond ce ne sont pas 9 chapitres, ce sont 9 décisions. Et la différence entre celui qui comprend et celui qui se transforme, c'est celui qui décide d'appliquer, même petitement, même imparfaitement, mais maintenant. Et garde ceci en toi, la clarté sans action devient de l'accumulation, la clarté avec action devient du changement. Maintenant, c'est à toi.